Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Qu'as-tu lu? Je vais vous parler de 4 romans et d'un comics. Voilà. J'espère que le programme vous plaît. Et on va commencer sans plus attendre par euh, M'appelle pas fillette de Mickey Spillane aux éditions du Cherche Midi dans leur nouvelle collection Borderline ici. C'est une collection qui met en avant des titres un peu vintage, comme ce qu'on avait l'habitude, alors je parle pour les gens de ma génération, voire même de la génération d'avant, pas pour la génération de maintenant, des romans qu'on avait l'habitude de trouver, un peu en gare, ce qu'on appelle les romans de gare, les romans, voilà, les séries noires, les polars qu'on pouvait trouver dans les gares avant, un peu à la sauce SAS, OSS 117, San Antonio, parce qu'on retrouve quand même un petit peu des couvertures, des couvertures un petit peu similaires. Alors, Mickey Spillane, c'est le créateur du, euh, du détective privé Mike Hammer, qui avant d'avoir une série télé à son nom, était le héros de romans. Donc là, Mickey Spillane, là, c'est pas un roman avec Mike Hammer, mais avec beaucoup d'autres personnages. Alors, ce roman, il a été écrit en 1961, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'elle l'est. C'est ça, 1961. Donc, alors, je fais une petite parenthèse, mais replaçons les choses dans leur contexte. Ça a été écrit en 1961 et non pas en 2022. Euh, c'est vrai qu'on sortirait un bouquin avec une couverture comme ça grincerait des dents. La place de la femme dans ce roman va faire grincer des dents plus d'un. Mais n'oublions pas qu'on était aux États-Unis en 1961 et que c'était pas, voilà, c'était pas la joie pour tout le monde, hein, voilà. Donc on ne fait pas de problématiques, hein, on ne fait pas de scandale, on ne crée pas de polémique là où il n'y en a pas. On replace simplement les éléments du contexte et voilà, et on relit et on lit le texte en sachant tout ça, en ayant bien ça dans l'esprit. Donc ici, on vient de régler son compte au parrain de la mafia new-yorkaise. Bennett vient de casser sa pipe. On l'a un petit peu aidé, hein, quand même, il faut bien le dire. Et Bennett avait un copain quand il était plus jeune, et ils avaient fait un pacte tous les deux, à savoir que celui des deux qui disparaîtrait en premier, si l'un des deux devait disparaître, le restant, celui qui reste, devrait euh, découvrir qui a tué le premier. Parce que, bon, sachant dans le milieu dans lequel il baignait, il savait bien qu'il se ferait refroidir l'un ou l'autre. Donc, c'est pourquoi on voit arriver Deep, euh, très peu de temps après que Bennett se soit fait refroidir. Et les termes du testament de Bennett étaient très simples. Deep est son légataire et son unique héritier, à condition qu'il découvre qui l'a tué dans les 2 semaines qui suivent sa mort. Donc Bennett, éjecté de l'équation, Deep arrive à New York, et autant vous dire que son arrivée ne plaît pas à tout le monde, hein, parce que faut savoir que la liste des potentiels remplaçants du parrain était déjà très longue et que les différents postulants au poste, les différents candidats au poste, ils se bousculent déjà au portillon. Donc en voyant arriver le légataire supposé de tout l'empire et de toute la fortune de Bennett, autant vous dire que c'est pas du goût de tout le monde.
Donc ici, à chaque fois que Deep va mettre le museau dehors, il va se prendre des balles, il va y avoir des fusillades à qui mieux mieux. Là où une relative paix avait été instaurée du vivant de Bennett, et ben du coup, depuis que Deep est là, et ben je peux vous dire qu'il pleut des balles. C'est autre chose que les grêlons. Donc, on en est là. Alors évidemment, il y a une histoire de femme. Euh, il y a une femme là-dessous que Deep connaît très bien, qui était la femme en question. Hélène était très proche aussi de Bennett. Donc autant vous dire qu'on tourne un petit peu autour de tout ça. On cherche à savoir qui a tué Bennett. Alors Hélène, elle est belle, elle est très jolie, mais son rôle dans l'histoire, tel qu'on veut bien nous le faire, nous le faire voir, c'est on est plus proche du sois belle et tais-toi que du hashtag balance ton porc. Vous voyez ce que je veux dire? La fille, elle n'a pas vraiment trop son mot à dire, elle est plutôt utilisée, si je puis dire, comme un apparat, comme un accessoire. Voilà, on se balade au bras de la jeune femme dans les bars, dans la rue, mais son rôle s'arrête ici. Alors c'est pour ça que je disais qu'il fallait quand même replacer les choses dans le contexte. On est en 1961 en pleine mafia new-yorkaise. Hein, donc les mecs, c'est des gros bras, ils s'en kikinent pas à prendre, à demander son avis à une jeune femme, vous voyez. Donc ici, on est quand même dans un récit assez vintage. Déjà, les mots employés, c'est très argotique, très, pas du tout les mots qu'on emploie maintenant. C'est des mots qu'on pourrait employer dans un vieux San Antonio. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de San Antonio et de ce qu'a pu écrire Frédéric Dard à son époque. J'ai bien aimé ce récit. C'était, voilà, ça défouraille à tout va. J'ai retrouvé un petit côté Pulp Fiction là-dedans. Alors pour ceux qui aiment Pulp Fiction, hein, je pense que ça peut vous plaire. Alors effectivement, les couvertures de la collection, elles sont très vintage. Très vintage et en même temps très colorées. Hein. Bon, il y a celui-ci hein, avec une jeune femme pas très habillée. Et voilà, un fond de couverture bleu. Hein. Mais c'est vraiment très coloré. Et les deux autres, alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Ils sont derrière. Hop là. Les deux autres de la collection, hein, c'est pareil. Hein, ce sont des couvertures assez vintage, mais très colorées en fond. Alors, effectivement, hein, je pense que c'est notamment pour attirer l'œil sur les étals des librairies. Alors, le tout petit bémol que je pourrais avoir là-dessus, c'est le prix. Hein, parce que voilà, vous voyez, il est pas très gros. Hein, on est sur un format semi-poche. Hein, voilà, vous avez un grand format, là vous avez et voilà, et je vous spoil un petit peu ce qui vous attend par la suite. Donc là, on est quand même dans un semi-poche et on est quand même à un prix annoncé de 15 € pour un format semi-poche pour 290 pages. Je pense que c'est quand même un tout petit peu cher pour la taille du bouquin. Voilà, donc je sais, on est quand même dans une crise, ok, augmentation des matières premières, augmentation, pénurie de papier, tout ça, ok, bon, j'entends, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que voilà. Mais bon, je trouve que c'est comme tout ça pour dire que c'est peut-être un peu cher à l'achat. Parce que maintenant, on va quand même se retrouver avec des livres de poche à 10, 12, 15 €. Alors quand même que le livre de poche, c'est quand même censé être un petit peu moins cher que le brochet. Et un peu plus bon marché. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier, du coup, vraiment le premier roman que je lis de cette collection. Je vais lire les autres hein, parce que ça me tente bien. Mais voilà.
à voir si cette collection fonctionne. Je pense que ça peut vraiment faire plaisir à tous les nostalgiques des romans américains des années 60. Complètement. Je pense que ça fait complètement le job. Voilà. Alors ensuite, on change complètement de registre. Hein. Je ne vais pas vous parler tout de suite hein, du grand format que j'ai lu. Je vais vous parler de Brocélia de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada. C'est la parution du mois de juillet des éditions Tornada. Il sort le 7 juillet, je crois. Excusez-moi. Il sort le 7 juillet, il sort jeudi, donc vous aurez, voilà, il sort dans la semaine de publication de la vidéo. Donc ici, je pense quand même que les gens qui suivent la bibliographie de Jean-Marc Desnos depuis un moment vont être contents. On retrouve ici une jeune femme qui s'appelle Megan Grefford. Elle est journaliste. Elle est journaliste dans un petit quotidien et elle doit absolument rendre un article avant le bouclage de fin d'année de son journal. Et forcément, celui qu'elle a pondu ne plaît pas à son rédacteur en chef, donc il l'assomme de trouver quelque chose de vraiment percutant. Et avec son collègue Janice, elle va revenir sur une affaire sur laquelle elle avait commencé à travailler, mais il s'était passé quelque chose qui l'avait un petit peu refroidi. Elle voudrait retourner sur les lieux de ce manoir, le manoir de Brocélia, en Bretagne, en pleine forêt de Brocéliande. Bon, voilà, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Elle va donc retourner dans ce fameux manoir de Brocélia où il s'est passé quelque chose d'horrible. Il y a eu un meurtre et un suicide et d'autres événements plus ou moins sanglants aux alentours de ce manoir. Et donc, Megan y retourne une nuit. Alors ça, c'est typique des romans fantastiques, horreur ou films d'horreur. Alors, tu vas dans un endroit déjà à la base qui fout les pétoches en plein jour, et là, rien de mieux que d'y aller la nuit pour être plus discret, sauf que la nuit, tout est permis. Hein, tout sort, hein, chaque petit bruit est exacerbé, ça te fout encore plus les miquettes. Eh ben non, Megan, elle y va la nuit. Bon, il va y arriver un certain nombre de choses en allant investiguer les lieux, et quand elle va revenir de cette expédition, elle est complètement persuadée qu'elle tient quelque chose, qu'elle tient la matière à écrire un super article, mais elle ne peut pas y arriver seule. Donc elle va demander de l'aide à quelqu'un que clairement je ne pensais pas revoir. Et j'avoue que je suis un peu embêtée. Je suis un peu gênée aux entournures vis-à-vis de ce roman. Parce que je ne sais pas du tout ce que l'auteur va faire par la suite. Moi, j'avais compris que à son dernier roman, c'était la fin d'une époque. Et qu'on allait passer à autre chose. Donc quand j'ai commencé à lire Brocélia, je me suis dit, ça y est, on est dans l'étape d'après. On est dans l'étape d'après, et ça y est, c'est parti. Mais ça s'enlisait quand même un petit peu les quelques chapitres où on trouve Megan dans son expédition à Brocélia. Ça traîne en longueur, il se passe beaucoup de choses, mais on se dit, au bout d'un moment, si t'as vraiment trop les miquettes, tu te casses, quoi. C'était un peu long, et je me suis dit, comment elle va faire pour s'en sortir? Parce que bon, elle est quand même un peu seule, la gamine. Tu peux pas t'en sortir toute seule. Et quand l'aide providentielle arrive, tu te dis, ah bah oui, mais non, je croyais que non. Et pourquoi? Mais comment? Mais quoi t'est-ce? Alors, j'aime beaucoup le personnage de Megan parce qu'elle est extrêmement téméraire, elle est déterminée. Bon, elle est un peu tête brûlée quand même. Hein. Ce que je veux dire, pour y aller quand même toute seule, il faut quand même avoir une sacrée paire de coronets
ou être complètement zinzin dans sa tête. Ça, c'est vous qui choisirez. Mais il y a quand même quelque chose qui me dit que est-ce que c'est vraiment la fin de l'époque ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est un passage de témoin? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. J'avoue, j'ai été surprise. Je me suis dit, ah bon, bah finalement, on recommence alors. Bah non, oui, non, je sais pas. Expliquez-moi, dites-moi. Je suis paumée. Jean-Marc Desnos, si vous voyez cette vidéo, par pitié, venez me voir en message privé pour qu'on en parle. Parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Où est-ce que vous allez en venir? Est-ce que c'est pérenne? C'est pas pérenne? Oui, non, peut-être un jour. Réponse A, réponse B, réponse. Je sais pas. Dites-moi. Hein? Dites-moi. Et même si vous comptez lire Brosselia, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez lu tous les romans de Jean-Marc Desnos précédemment, dites-moi ce que vous pensez de Brosselia. Parce que là, alors globalement, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé comment Meghan va traiter cette affaire contre vents et marées, contre fantômes et marées, on va dire aussi. Parce que bon, il y a un petit côté, il y a le côté fantastique hein, quand même qui est quand même extrêmement présent, c'est quand même la marque de fabrique de Jean-Marc Desnos, mais au niveau de l'évolution de l'histoire et du personnage, bon, il va falloir qu'on m'explique. Il va falloir qu'on m'explique si c'est ce que je crois ou pas. Voilà. Alors je sais que c'est assez nébuleux, mais pour ceux qui vont découvrir l'univers de Jean-Marc Desnos avec ce roman, ça va pas les déranger. Mais pour ceux qui, comme moi, ont lu les autres romans, je pense qu'il y a quelque chose qui va les titiller quand même. Ça, quand même. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus, mais voilà, une fois de plus, il a exploité des légendes, des faits divers. C'est bien tourné, c'est bien mêlé. Alors c'est un roman quand même assez court, hein, comme tous les romans des éditions Tornada, mais voilà, Megan, elle a du potentiel, elle a vraiment du potentiel. J'espère qu'elle va aller très loin dans la bibliographie de Jean-Marc Desnos. J'espère sincèrement qu'il va la faire évoluer. Euh, mais voilà, il y a des petites choses dans ce roman qui m'ont fait tiquer. Je pensais que c'était derrière nous et en fait non. Donc voilà, c'est assez nébuleux. C'est un avis extrêmement nébuleux sur ce roman que je viens de vous livrer, mais c'était un petit peu mon état d'esprit à la fin quand quand j'ai refermé le bouquin. Je dis bon, bah voilà, bah j'en suis au même point maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je sais pas. Donc voilà. Voilà un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis depuis la fin de cette lecture. Ça se lit tout seul. Il y a quelques longueurs, mais ça se lit vraiment tout seul parce qu'on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer, par quel biais ça va se terminer. Et, euh, et vraiment voilà. Et pour ceux qui aiment la Bretagne, pour ceux qui aiment toutes les légendes de la Bretagne, les contes bretons, et ben voilà, vous saurez toutes les légendes celtiques, vous serez servis parce que là, on est vraiment typiquement en plein dedans. Je vous laisse vraiment vous faire votre propre avis sur Brosselia, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous décidez de lire ce livre, ce que vous en avez pensé et comment vous voyez les choses, vous. Ensuite, j'ai lu Le jour où d'Amélie Antoine aux éditions XO. Je l'ai lu en lecture commune avec la copine Gwen du notebook de Gwen. Ah, un petit coup de cœur quand même hein, pour ce roman. J'aime beaucoup ce que fait Amélie Antoine. Et je crois que je la suis depuis ses débuts. Et voilà, ce beau bébé hein, de 380, de presque 400 pages, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai lu en 2 jours. Il se dévore. Ah, il se dévore. Ni plus ni moins, il se dévore. Alors ici, on va faire la rencontre de 2 personnages. On va faire la rencontre de Benjamin. Alors Benjamin, il est
traumatisés par un événement qui nous est raconté dès le premier chapitre. Alors c'est percutant et la façon dont est écrit ce premier chapitre, on vit pleinement le traumatisme que subit Benjamin. Que je me suis mise à sa place. Je pense que j'aurais réagi pareil que lui. Et, euh, et donc voilà, on le trouve comme ça au début du roman. Il va vivre un événement qui va le conduire à assister à l'enterrement d'un parfait inconnu. Et dans ce cimetière, il va rencontrer une jeune femme qui entretient les tombes, les tombes du cimetière dans lequel a lieu l'enterrement. Alors, pour lui, au départ, il pense que c'est quelqu'un qui travaille dans ce cimetière. Et je sais pas, il y a quelque chose qui l'attire chez cette jeune femme. Il va revenir plusieurs fois dans ce cimetière, à s'asseoir sur un banc, faire semblant de lire. Ça fait un peu, ça fait un peu pervers ou tueur en série, je sais pas, mais bref. Et il va se décider à approcher cette jeune femme. Il va faire donc la connaissance de Rebecca. Rebecca qui est une jeune femme où on sent tout de suite qu'il s'est passé un drame dans sa vie. Et elle est encore profondément affectée. Et encore affectée, c'est vraiment un faible mot par rapport à ce qu'elle a vécu. Et voilà, petit à petit, ils vont s'apprivoiser, ils vont sortir ensemble, boire un verre, le resto, comme ça. Et de fil en aiguille, voilà, leur histoire va se construire. Alors, Benjamin, lui, avec son bagage, son traumatisme, parce que lui, on sait très bien d'où vient son traumatisme, ce qui s'est passé, pourquoi il est comme ça. Et Rebecca, voilà, Amélie Antoine, elle nous donne des petits, voilà, elle ouvre un petit peu le rideau sur ce qui s'est passé dans la vie de Rebecca. Et à chaque fois qu'un bout de rideau, enfin voilà, que le rideau se lève un peu plus, on se dit que bah, ça peut pas être pire, quoi. Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, elle a déjà assez morflé, là c'est bon, on va pas non plus en avoir encore un coup. Bah si, jusqu'au jour où, jusqu'à ce fameux jour où, euh, comment peut-on se relever d'un événement pareil? C'est incompréhensible, c'est inimaginable, je n'ose même pas imaginer la souffrance, le chagrin. Oh, ça m'a percuté au cœur tout ce qu'elle a vécu, cette pauvre Rebecca. C'est ici quand même, on a sans vous, ça, je vais pas vous en dire plus, mais avec la phrase que je vais vous dire là, j'espère vous donner clairement envie de lire ce roman pour cette phrase que je vais vous dire. On est ici dans la quintessence. Je dis bien la quintessence, et le mot n'est pas fort. Enfin, je voudrais trouver un mot encore plus fort que quintessence. On est ici dans la quintessence de la violence psychologique qu'un être humain peut faire subir à un autre. Point. Bonne lecture. Voilà. Voilà, je peux pas vous dire plus. Je peux pas vous dire plus. On voit, voilà, Rebecca, je ne comprends pas, je ne sais pas comment elle a fait pour survivre à ça. Et alors, oui, elle a plus ou moins survécu, mais dans quel état, comment, voilà, on la retrouve, voilà, on la retrouve comme ça, telle qu'elle est au début du roman. Petit à petit, on comprend ce qui s'est passé, comment elle en est arrivée là, ce qui s'est passé. Ah, là, bordel! Je reste persuadée qu'il y a des gens comme ça qui existent réellement et qui font des ravages sur leur entourage. Vraiment. Ça me met hors de moi que ces personnes s'en tirent sans aucun, voilà, sans aucun, qui continuent à vivre leur vie et à détruire tout sur leur passage.
Alors, voilà, ne vous fiez pas à la couverture. Voilà, c'est une fête foraine, c'est voilà, c'est les joies, c'est les rires, c'est la fête. Ou ne vous fiez pas à cette couverture feel good. Ne vous fiez pas à ça. C'est un roman. Alors Amélie Antoine, elle a le chic pour vous emmener dans un roman qui a tout du roman contemporain, de la littérature blanche, et qui à un moment va vous faire basculer dans le noir, dans le glauque, dans le bec, dans tout ce que la pensée humaine et l'être humain peut être de noir. Et là, ça fait clairement le job. J'ai un beau coup de cœur pour ce roman. Pourtant, le sujet est loin d'être hyper glop. C'est loin d'être oufissime, c'est loin d'être joyeux, mais il faut lire ce roman pour savoir que ça existe, que ça se passe et que des gens vivent ça et qu'il faut aider ces gens à aller mieux. Voilà, il faut aider ces gens à aller mieux et je crois que voilà, le message est clairement passé, Amélie. Je crois que j'oublierai jamais ce jour où, et j'espère ne jamais connaître dans ma vie le jour où, ce fameux jour où. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman parce que franchement, il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et enfin, pour terminer sur une note un petit peu plus légère, hein, parce que là, le jour où, ça nous a un petit peu plombé le truc. Voilà, voilà, quoi de mieux que de finir une vidéo sur un super-héros. Voilà, j'ai lu Superman, Son of Kal-El, le tome 1, La vérité, la justice et un monde meilleur de Tom Taylor et John Timms dans la collection DC Infinite Urban Comics. Alors ici, on est dans un premier tome d'une nouvelle saga sur Superman. Oui et non. Parce que ici, on est plus sur le fiston de Superman, dans la personne de John Kent. Alors, c'est pas facile d'être un enfant, des fois. C'est pas facile d'être un enfant extraordinaire non plus. Et être un enfant extraordinaire, né de deux parents extraordinaires, eh ben, on peut dire que c'est un fardeau. Et ben, John Kent, lui, il va essayer de ne pas vivre cet héritage comme un fardeau. Son père, Superman, effectivement, c'est Clark Kent. Il a fait énormément de choses pour la planète Terre, pour la galaxie. Sauf que là, il est amené à faire autre chose. On l'appelle ailleurs. Et Clark Kent, confie à son fils John la difficile mission de protéger la Terre, étant donné que c'est clairement sa planète, étant donné qu'il est né sur la Terre. Donc, quoi de mieux qu'un vraiment un proche de la Terre puisse la protéger. Alors évidemment, John ne va pas être tout seul pour accomplir cette mission. Il va être entouré de Batman, il va être entouré de Wonder Woman, donc quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Et il va s'entourer aussi d'autres amis qui ont d'autres super pouvoirs. Et il va être sur tous les fronts. Hein, il est partout. Hein. Il est plus rapide que son père, il voit plus loin que son père, il entend beaucoup mieux que son père. Voilà, c'est un Superman 2.0 dans une nouvelle version plus jeune, hein, de Clark Kent. Et on le voit évoluer à Metropolis et un petit peu ailleurs. Il va s'attirer les foudres de nouveaux méchants. On voit aussi d'anciens méchants revenir, des méchants que l'on connaît bien. Euh, alors moi, Superman, comment vous dire, c'est l'instant nostalgie. Pour moi, il n'y a qu'un seul Superman. C'est le Superman qu'interprétait Christopher Reeve dans les années 80. Ceux de ma génération, hein, vous avez connu hein, ce Superman. Il était... pour moi, je ne vois pas d'autre. Pour moi, Superman, c'est lui. Christopher Reeve a été l'incarnation de Superman. Il est et il restera Superman, le seul, le vrai, l'unique dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup, je pense.
Les autres acteurs qui ont été choisis pour incarner Superman, je trouvais qu'ils étaient extrêmement fades. Jusqu'à ce que Henry Cavill prenne les traits de Superman dans Man of Steel. Est-ce dû au physique d'Henry Cavill? Bah, peut-être un peu. Hein. Voilà, je suis humaine, je suis une femme, j'ai des yeux. Ouais, personne va me jeter la première pierre pour me dire que bon, il n'a pas un physique. Si, hein, il est pas mal quand même. Hein, quand même. Hein. Oui, il est pas mal. Bon, allez, on va dire ça, il est pas mal, il est pas mal. Donc voilà, moi, mes références de super-héros, c'est plus dans le cinéma, très peu dans les comics. Et j'ai reçu donc ce premier tome grâce à l'opération Masse Critique graphique. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas Superman. Et puis en plus de ça, ça plaira à mon chéri parce qu'il aime bien les comics et il aime bien Superman. Et je pense que ça va lui plaire. Je pense que ça va lui plaire. On voit les débuts, hein, les débuts du nouveau Superman. Il a vraiment à cœur de changer les choses. Voilà, il voit que la planète Terre est en train de mourir. D'un point de vue écologique, d'un point de vue des guerres, d'un point de vue des humains. Il veut changer les choses, il veut aider les terriens à préserver cette planète. Il veut faire énormément de choses, mais évidemment, les super méchants pas beaux, ils vont pas le laisser faire. Non, parce que sans ça, ce serait pas marrant. Voilà. Alors, par contre, il y a une planche qui est arrivée à un moment du récit. Je me dis, oh, bah, j'ai loupé un truc. Alors, je suis très ouverte d'esprit. Hein, je suis tout à fait dans la tolérance, tout ça. Euh, bon, voilà, que tu sois black, blanc, beurre, haricot beurre, chien, chat, poisson rouge, t'aimes les hommes, t'aimes les femmes, bon, m'en fous. Mais il y a quand même une planche qui me dit, bah, ah bon? Puis après, il n'y a pas eu d'explication. Alors, je suis quand même revenu quelques planches en arrière, histoire de dire j'ai peut-être mal vu quelque chose. Non. C'est arrivé un peu comme sans tambour ni trompette. J'ai dit, tiens, bon, pourquoi pas? Mais j'aurais quand même aimé un petit peu plus de. Bah, que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Qu'on puisse comprendre le comment du pourquoi. Ça aurait été sympa. Pas bon. Après, ça reste que mon avis, mais bon. Voilà, pour les fans de Superman, allez-y gaiement, hein, vous allez vous éclater là-dedans. Si mon chéri le lit, je vous donnerai son avis, ou il vous le donnera lui-même personnellement en vidéo, s'il veut le faire, ou je vous dirai ce qu'il en a pensé indirectement. Ou vous l'entendrez en voix off. Hein, tiens, s'il ne veut pas passer à la caméra, vous l'entendrez en voix off. Mais voilà, pour les amateurs de Superman, allez-y. Moi, j'ai passé un bon moment. Si j'ai l'occasion de lire le tome 2, qui est apparemment pas paru encore, si j'ai l'occasion de lire le tome 2, je le dirai parce que j'ai vraiment grandement envie de connaître la suite des aventures de ce fameux Jonathan Kent. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. J'espère vous avoir grandement donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre une multitude de pouces en l'air, des commentaires. Si vous ne souhaitez pas commenter, mettez juste un petit smiley, hein, comme ça je verrai que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!